va aborder donc notre troisième partie donc, qui est consacrée aux lignes construction, donc dans le domaine de génie civil, enfin le lean management appliqué à la construction, donc ce qu'on appelle le lean construction. Voilà, donc le lean en France, je dirais peut-être dans pas mal de pays, donc contrairement aux États-Unis où ça remonte un peu aux années 90. Mais donc depuis la crise de 2008, donc il y avait un peu un engouement donc vers cette méthode. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, donc après 2008, il y avait quand même une crise financière, ce qui a fait qu'au niveau du BTP, donc même s'il y avait une relance, mais on a beaucoup en fait, on a de la peine un peu à avoir des marges confortables. Et donc si on regarde un peu de près donc le coût de production, donc le coût des projets, on a trois parties. Donc on a la partie coût donc, de production, matériaux, main-d'œuvre, etc. Et on essaie de dégager des marges. Et malheureusement, donc, entre ces deux-là, donc, il y a une partie plus ou moins importante, ça dépend des entreprises, que ce sont les gaspillages. Donc les gaspillages, cette partie gaspillage, en fait, ça va dépendre un peu du niveau de confiance, de la collaboration au sein des équipes, au niveau des alignements des opérationnels avec l'équipe de la direction. Donc est-ce qu'il y a une implication en amont? Donc ça peut être plus ou moins important selon les entreprises. Et donc ce qui fait, donc, après la crise, donc, on essaye un peu de pallier un peu ce problème. Donc avec la baisse des marges, donc quelle est la solution, sachant qu'on n'a pas de levier sur la partie coût, donc coût matériaux, coût de la main-d'œuvre, etc. Donc la seule solution, c'est d'essayer un peu de s'attaquer à ces gaspillages qui polluent la production pour pouvoir dégager en fait des marges plus ou moins confortables. C'est un peu l'enjeu principal, je dirais, l'enjeu économique, mais pas que, donc, parce que le lean ne se résume pas uniquement à la réduction des gaspillages pour améliorer en fait les marges et les coûts, mais c'est un peu plus large que ça. Donc ça, on revient un peu les statistiques qu'on a montrées tout à l'heure. Donc vous voyez toujours donc, les comparaisons entre la valeur ajoutée dans le secteur de l'industrie qui est à 88%, ça a des statistiques donc internationales, donc qui vient des États-Unis, alors que dans la construction, on est presque un peu moins de la moitié de la valeur ajoutée, c'est-à-dire, et le reste, ce sont des gaspillages. Bon, on va rentrer un peu dans le détail, donc ça peut être des gaspillages qui sont justifiés, ce qu'on appelle un peu la non-valeur ajoutée système, et de la non-valeur ajoutée pure et dure, en fait, qu'il s'agit vraiment des gaspillages, on verra après. Donc, il y a quelque chose à faire, justement, pour essayer un peu de rattraper ce retard. Donc, le lean, qu'est-ce qu'il recherche? Certes, il recherche à avoir des économies et de marge, mais aussi à améliorer la qualité, donc les ouvrages livrés aux clients, et d'améliorer l'organisation des relations de travail de manière générale au sein de l'entreprise, de telle façon donc, à assurer, donc, à augmenter en fait tout ce qui est lié à la prévention, donc à la sécurité sur les chantiers. Je dirais même au-delà, c'est-à-dire de s'intéresser à la sérénité des équipes et à la qualité de vie. Donc le lean, il donne beaucoup la parole aux opérationnels. Donc améliorer bien sûr la qualité donc, et les délais donc, pour satisfaire le client, et aussi donc bien sûr donc s'intéresser aux coûts et à la rentabilité. Donc si on veut définir une entreprise lean, donc c'est une entreprise au plus juste, qui fonctionne au plus juste, donc qui va fournir de la valeur pour ses clients, et en toute sécurité donc pour ses salariés, ses collaborateurs, dans un délai minimal, avec une qualité irréprochable donc pour le client. Et bien sûr avec un meilleur coût, donc bien sûr c'est la raison d'être des entreprises, c'est de faire des bénéfices, et tout ça en utilisant l'intelligence collective au sein des équipes. Donc on revient toujours à l'humain qui est vraiment un élément central de la démarche lean. Donc le lean il s'appuie sur deux principes, le juste à temps et le juste nécessaire. C'est-à-dire le juste à temps, c'est simplifier, améliorer les flux pour délivrer au bon moment donc pour le client. Et en utilisant le juste nécessaire en termes de ressources. Lorsque je dis le juste nécessaire, c'est-à-dire il ne faut pas y avoir un excès, mais aussi un déficit. Donc il faut vraiment dimensionner le chantier de telle façon à utiliser le juste nécessaire en termes de ressources humaines et matérielles. Et le deuxième pilier, donc c'est ce qu'on appelle la construction sans défaut. C'est-à-dire essayer de faire bon du premier coup pour éviter les reprises, parce que c'est ça qui pollue un peu donc, les chantiers et qui mène à des surcoûts sur les projets de BTP d'une manière générale au niveau mondial. Donc aucune région n'est épargnée par rapport à ce problème de non-qualité. Donc le mot lean, donc on revient, c'est un mot anglais, donc ça veut dire maigre, mais allégé, mais maigre j'évite un peu, parce que ça renvoie quand même à un certain déficit en termes de ressources, mais je préfère un terme français
qui est svelte, qui renvoie une certaine légèreté, une certaine souplesse. C'est-à-dire par rapport à l'utilisation des rationnels optimisés des ressources. Donc le lean manufacturing, c'est-à-dire le lean industrie, est apparu au Japon dans les années 70, plus précisément avec la maison Toyota. Et après, il a donné plusieurs versions. Donc le lean office pour l'administration, le lean service donc pour le secteur des services. Il y a même le lean startup, donc qui commence un peu à être utilisé par les start-upers en fait pour la création de leur start-up. C'est-à-dire en utilisant les principes de lean, on parle un peu des principes de pivotage pour les études de marché, etc. Et il a fallu attendre les années 90. En fait, il y avait deux chercheurs américains donc, à MIT. En fait, ce sont eux qui ont popularisé le lean un peu à travers le monde. Et donc, c'est à partir de là que ça a donné lieu donc, à ce qu'on appelle le lean construction. Donc, c'est aux États-Unis dans les années 90. Et ils ont fait un travail formidable. D'ailleurs, ils ont même donné naissance à des outils qui sont spécifiques pour le lean. Il y a un outil phare du lean construction qui s'appelle le Last Manner System, ou le LPS. Donc, en français, on parle de la planification collaborative. Donc les trois principes de lean, donc on a parlé de l'intelligence collective, donc le fait de travailler en coordination, en équipe, et de responsabiliser un peu les gens du terrain, de leur donner la parole. Le juste nécessaire, donc en chassant, en traquant tous les gaspillages, et pour augmenter la valeur ajoutée pour le client. Et le dernier, en fait, c'est la remise en cause permanente. Donc c'est l'un des principes un peu de Ning, en fait, qui est un chercheur américain qui travaille beaucoup au Japon, avec sa roue d'amélioration, le PDCA, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a établi une méthode de travail cette année qu'elle doit rester figée, donc il faut toujours se remettre en question, il faut toujours essayer de s'améliorer à travers les problèmes et surtout de mettre l'attente du client au centre de l'entreprise pour progresser et à partir de ces dysfonctionnements. Donc malheureusement, on est affronté en fait à une résistance énorme, donc je vous rassure un peu dans tous les pays, donc cette résistance au niveau un peu des chantiers, parce que il y a certains paradigmes qui ne sont pas faciles un peu à casser, ce que je donne un peu à mes étudiants souvent, donc pour un peu les sensibiliser, vous allez dans la rousse, vous cherchez le mot chantier, c'est un endroit où sont entassés ou travaillés des matériaux de construction, donc ça renvoie déjà un peu à un désordre. C'est pour ça que moi, souvent, principalement en France, lorsqu'on essaie un peu de présenter cette démarche pour les conducteurs de travaux, souvent on est traité un peu, donc on veut un peu un monde de bisounours, dans le sens où la gestion des aléas sur le chantier, elle fait partie un peu de leur métier, de leur gène. C'est-à-dire qu'on a du mal un peu à les convaincre un peu pour voir les choses autrement. Et donc, rapidement un peu, je vous donne un petit exercice, mais on n'a pas le temps un peu de vous laisser réagir. Si je vous demande de tracer 4 lignes droites sans lever le crayon de la feuille pour relier les 9 points, voilà, donc je vous laisse peut-être réfléchir 15 secondes. La plupart, souvent, lorsque je donne cet exercice, les gens, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné une instruction particulière, mais les gens, souvent, ils mettent un peu des barrières, un peu des exigences qu'on n'aura pas données. Et tout ça, en fait, c'est le fait de se limiter un peu dans un carré virtuel qui n'existe que dans notre esprit. Voilà. Pour les relier, en fait, il a fallu juste sortir un peu du cadre. Donc le message qu'on veut un peu transmettre un peu aux gens du chantier, si vous voulez réussir un peu les transformations, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour le lean, mais pour le BIM, commencez d'abord par briser donc, les paradigmes qui existent au sein de votre organisation pour réussir toute une démarche de transformation, y compris le lean. Et c'est la phase la plus difficile. Voilà. Donc maintenant, la première étape, lorsqu'on veut mettre en place donc, une démarche lean, donc on a dit le lean, c'est la lutte contre le gaspillage, et les connaisseurs du lean, les spécialistes, ils ont établi en fait une grille de lecture de ces gaspillages dans les entreprises. Elle est valable aussi pour les entreprises de construction. Donc là, je vous donne les 6 familles. On a les défauts, les reprises, la non-qualité, le surstock sur le chantier, la surproduction, c'est-à-dire lorsqu'on va au-delà de la demande client, les attentes, de la grue, des compagnons, du matériel, les déplacements inutiles, et bien inutiles parce qu'il y a des déplacements qui sont justifiés, et les transports aussi inutiles. Parce qu'il y a un manque d'organisation, il y a un manque de préparation qui va donner naissance un peu à ces gaspillages, qui vont polluer votre production et qui vont donc vous poser des problèmes en termes d'atteinte de votre rentabilité et même aussi en termes de pénibilité sur les chantiers. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gaspillages? Ils vont rallonger le temps de traversée, c'est-à-dire ils vont impacter d'une manière négative en fait vos délais de réalisation. Ils vont dégrader la performance de production
d'une manière générale, ils vont dégrader la valeur pour votre client et aussi, ils vont impacter d'une manière aussi négative, en fait, l'empreinte carbone. Votre empreinte carbone. Donc, qu'est-ce qu'on recherche à travers la lutte de ces gaspillages? Voilà, donc je vous montre ici depuis le début, enfin le lancement des travaux jusqu'à la réception de l'ouvrage, on a de plein de petits intervalles ici en rouge qui sont des gaspillages. Si on va un peu les éradiquer, donc on va y gagner en efficacité, on va réduire les délais, on va dégager plus de temps pour les équipes, pour les opérationnels, etc. Voilà. Je vais m'attarder sur deux gaspillages qui sont les plus importants, je pense, d'une manière générale, un peu dans toutes les régions, et un gaspillage, je pense, qui est un peu plus spécifique à nos pays africains. Donc on a le gaspillage qui est lié à la non-qualité. Donc tout au début, pour la construction 4.0, je vous ai montré en fait des statistiques internationales qui chiffrent un peu à 15 milliards de pertes de non-qualité sur les projets de BTP au niveau mondial. Donc là, ce sont des statistiques françaises, en fait, qui prouvent un peu ça. Donc ça varie entre 8 et 10% de chiffre d'affaires. Donc 10% de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable sur un projet. Deuxième exemple de gaspillage, c'est la non ou sous-utilisation des compétences. Donc, je vous parle un peu de ça parce que malheureusement, je le vois qu'il est très présent un peu dans nos pays. C'est le fait en fait de ne pas utiliser l'ingéniosité, c'est-à-dire les talents qui existent au sein de la société de manière générale et au sein des entreprises, justement donc pour essayer un peu d'adopter ces démarches innovantes, parce qu'on a beaucoup de talents, mais malheureusement en fait on est pris un peu par un système qui ne favorise pas un peu de l'éclosion un peu de ces talents. Et donc là, ça fait partie des 8 gaspillages décrits dans la démarche Lean Construction. Est-ce qu'au niveau du son, c'est toujours OK? J'ai un message. Oui, c'est toujours bon. Okay. Vous parfaitement. Donc je reviens un peu de Lean. Donc vous savez, on parle du temple de Lean parce que le Lean vient du Japon, donc sinon la maison du Lean. En fait, on a une base en fait qui consiste un peu à stabiliser donc d'une manière opérationnelle en fait le métier. Donc là, on ne parle pas donc dans le Lean, c'est-à-dire tout ce qui est technique de construction. Donc ça, c'est le travail des techniciens. Donc, mais le Lean en fait, il va s'appuyer sur 3 piliers. On a d'abord donc la qualité. Donc le premier pilier, donc de faire le premier coup. En fait, on a aussi le côté management, c'est-à-dire l'amélioration continue, en fait, la roue de Deming, le PDCA, donc Plan, Do, Check, Act. Et on a aussi intérêt à jouer, en fait, à améliorer les flux de production. C'est-à-dire les flux sont au nombre de 4. Les flux d'information au sein du projet, les flux de matériel, les flux de matériaux et les flux de la main-d'œuvre. Donc on a intérêt un peu à créer un flux de production le plus continu et le plus constant possible pour donc assurer la performance de l'entreprise. Je vous donne quelques exemples, parce que vous savez, dans le Lean, il y a des outils, mais ça représente quand même, enfin, disons, 30-40% de la démarche. Les 70% qui restent, ce sont en fait un état d'esprit, c'est la manière un peu de voir les choses, c'est une philosophie en fait. C'est pour ça que le Lean, en fait, le déploiement de Lean, ça demande un peu du temps, donc c'est le résultat, ça doit être espéré à moyen, à long terme. Donc, parce qu'il ne suffit pas d'implanter des outils pour gagner, en fait, pour réussir sa démarche. Mais quand même, je vous présente quelques outils en fait du Lean. Donc là, par rapport au flux, donc on a ce qu'on appelle le flux physique, c'est-à-dire pour gérer le flux physique, on utilise ce qu'on appelle le pic dynamique. On essaie tous, en fait, les spécialistes donc, de la construction, le pic chantier. Donc c'est un document, parfois en France, il est obligatoire. Donc on va afficher au début des travaux. Après, il est affiché quelque part, on ne l'utilise pas. Donc le Lean, là, il va utiliser en fait ce pic, mais d'une manière dynamique. Vous voyez ici, c'est un pic de chantier qui est évolutif, en utilisant des manières en fait, avec des post-it, des couleurs, pour l'utiliser comme un support de pilotage du chantier. Ça, c'est l'un des outils. On a ce qu'on appelle le microzoning. Le microzoning, c'est un outil aussi du Lean. C'est lorsqu'il s'agit de faire cohabiter en fait plusieurs corps d'État sur un chantier. Ici, c'est un niveau en fait dans lequel il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs entreprises. Je vais quand même vous expliquer un peu. Donc là, c'est un chantier dans la région de Nancy en fait, c'est sur un chantier de bâtiment. Donc on a essayé un peu de mettre en place le Lean juste pour vous sensibiliser un peu sur la difficulté de mettre en place ce genre d'outil. Donc on a en quelque sorte exigé un peu donc l'outil pour l'ensemble des sous-traitants. Ce que vous voyez ici, les couleurs, c'est des entreprises qui interviennent sur le même niveau. On a 8 entreprises. Et au départ, c'était un échec. Pourquoi? Parce que les sous-traitants, ils ne comprenaient pas l'intérêt, ils ne voyaient pas l'intérêt par rapport à eux.
Et c'est à ce moment-là que l'équipe, un peu d'encadrement, ils ont compris un peu le jeu. Ils ont fait un travail en amont assez important pour travailler un peu pour convaincre un peu les équipes sur l'intérêt. Une fois que les équipes voyaient l'intérêt donc de cet outil, c'était eux-mêmes en fait qui étaient force de proposition. Et donc l'équipe encadrante était vraiment surprise en fait comment les sous-traitants se sont appropriés de l'outil. Donc l'outil consiste à faire quoi? C'est-à-dire à faire du management visuel. Sur un niveau, on va préciser au sol déjà, avec un marquage, ici c'est un plan, mais c'est tracé au sol. Donc les zones, ce que vous voyez en bleu, les zones de circulation sur le chantier. Ce que vous voyez en jaune, c'est les zones de stockage. Parce que là, il y a une certaine justice qui va régner. Ce n'est pas le premier arrivant, le premier servi. Parfois, ça m'arrive dans des chantiers où je vois par exemple le plaquiste, il occupe les 80% de la surface du chantier. C'est pas juste, ça crée de l'encombrement. Pourquoi? Parce qu'il a privilégié donc un approvisionnement total de son chantier. Et donc là, il ne sait pas qu'il y a des dégradations, il y a de l'encombrement, etc. Donc là, on va désigner donc la zone de stockage pour chaque entreprise, la zone de travail et même les zones des bennes à déchets et les accès pour le bâtiment. Donc ça permet de créer un cadre de travail très efficace, très propre et qui favorise en fait la collaboration au sein des équipes. Dans le Lean aussi, on favorise beaucoup ce qu'on appelle le langage visuel, le management visuel. Donc il y a une étude qui a été réalisée à l'université de Pennsylvanie en 2007, où on a constaté que le fait d'utiliser le visuel et les réunions au bureau sur le chantier, ça permet d'améliorer de 64% les décisions prises immédiatement. Et aussi, oui, pardon. Juste rappeler qu'il reste 15 minutes. Ah d'accord, très bien. Non, je finis en 10 minutes. Enfin, je vais essayer de finir dans 5 minutes. Oui, comme ça, on pourra prendre les questions. Pour les questions, d'accord. Donc là, les avantages aussi, c'est le temps de réunion qui va être diminué de 24%. Voilà, donc là, on va l'utiliser donc, sur les chantiers. On a un autre outil qui s'appelle le 5S. En fait, le S, les 5S, ce sont 5 mots japonais qui commencent par la lettre S. Je vais les traduire en français. C'est pour rendre un poste de travail le plus performant possible et le moins pénible possible. Donc je vais commencer d'abord à supprimer l'inutile sur ce poste de travail, à situer les choses, c'est-à-dire à procéder à un rangement selon la fréquence d'utilisation des objets, des équipements, et puis donc à assurer un bon niveau de propreté, c'est-à-dire procéder au nettoyage. Et puis appliquer des standards, c'est-à-dire appliquer le rangement dans la durée pour le rendre évident en désignant, en responsabilisant qui fait quoi, et d'adopter en fait une posture managérielle qui va vous permettre de suivre et de progresser, c'est-à-dire de pérenniser un peu sa démarche. Donc c'est l'un des outils phares du Lean, en fait c'est l'outil le plus pragmatique qui permet justement de faire adhérer un peu les équipes. Là je vous donne quelques exemples un peu de la vie sur chantier sans le 5S dans le BTP. Et on peut lancer des actions donc, dans ce sens pour essayer, donc ça c'est un 5S dans un atelier de BTP. Ici, c'est un autre 5S dans un chantier. Donc, pour vous dire, même dans des chantiers, en fait, on peut assurer un bon niveau de rangement, de propreté, qui va assurer justement, qui va améliorer les conditions de sécurité. Donc ici, c'est un chantier. Ce que vous voyez ici, c'est un autre outil du Lean qui s'appelle le Kanban. En fait, le Kanban en japonais, c'est l'étiquette. C'est-à-dire, on va mettre une pancarte, en fait, avec 2 couleurs, verte et orange et rouge. Lorsque j'ai le stock minimum qui existe, à ce moment-là, ma pancarte étant verte, ça veut dire je suis à l'aise au niveau du stockage. Dès que j'atteins le stock minimum, à ce moment-là, je tourne la pancarte et je le vois en rouge, ça me déclenche une commande pour éviter d'avoir des ruptures de stock. Et en même temps, pour éviter d'avoir des encombrements sur le chantier. Voilà, et ça renvoie aussi une bonne image pour les clients. Voilà. Ça, je vais rapidement vous donner un exemple concret où on a mis le 5S. Avec le 5S, c'est une entreprise un peu de travaux publics, de travaux de VRD, donc avec 75 personnes. Donc, ils voulaient réorganiser en fait la structure logistique, c'est-à-dire le parc, le dépôt et l'atelier. Donc voilà, donc pour vous montrer un peu le lien entre la prévention et la productivité. Donc là, c'est une étude de l'organisme de prévention donc français qui s'appelle OPBTP, qui s'intéresse au Lean parce qu'il voit des intérêts derrière, même au niveau de la prévention, c'est-à-dire au-delà donc de l'aspect coût et l'aspect financier. Donc là, le bilan, ils ont investi quand même presque 58 000 euros, donc pour tout ce qui est investissement en matériel, formation de l'animatrice prévention, et même aussi, ils ont même recruté quelqu'un pour s'occuper un peu du magasin et de l'atelier.
Mais au niveau, donc sur un retour sur investissement sur 2 ans, on a quand même atteint 173 000 euros. Et vous allez me dire comment on les a gagnés. Parce que l'entreprise, elle disposait en fait, avant le Lean, en fait, il y avait des équipes composées d'un chef à 42 euros de l'heure et 5 compagnons, donc à 33 euros de l'heure, qui perdaient en moyenne 1h30 par semaine pendant 45 semaines par an et pendant un an. Ce qui fait avec la mise en place de Lean, principalement le 5S, on a pu justement récupérer ces 1h30 par équipe, ce qui nous a fait gagner 141 000 euros. Et là, c'est le retour sur investissement avec l'atelier de mécanique aussi. Donc, le mécanicien gagnait 25% de son temps sur les opérations de préparation, de maintenance, dans un atelier à présent ordonné. Donc, ce qui représente 16 000 euros. En fait, à travers cet exemple, juste pour vous dire, effectivement, la mise en place de la démarche Lean, parfois ça peut coûter, mais à long terme, en fait, on peut atteindre en fait les retours sur investissement. Là, je parle des impacts sur la sécurité physique, qui est un bon impact, sur la santé, salubrité, sur la réduction de la pénibilité et le développement personnel. Donc le Lean, ce n'est pas uniquement pour faire gagner de l'argent pour les dirigeants, mais aussi c'est pour améliorer le cadre de travail des salariés. Donc là, rapidement, un deuxième outil qui est l'outil phare vraiment du Lean, c'est ce qu'on appelle le Last Planner System. Donc il va nous permettre un peu de sécuriser les délais. C'est un outil d'ordonnancement qui permet en fait d'impliquer tous les acteurs du chantier, le conducteur de travaux, le chef de chantier, les sous-traitants, avec une planification par engagement sur les travaux à réaliser. C'est-à-dire l'objectif de ce LPS, c'est de décentraliser la tâche de planification pour la rapprocher du terrain. Et donc lorsque je parle de terrain, c'est celui qui est en face de la production, c'est le chef d'équipe, le chef de chantier. Donc on va les associer un peu dans le processus pour sécuriser les délais. Donc ça part un peu, il y a 4 niveaux de planification. On démarre de ce qui devrait être fait, c'est-à-dire c'est le calendrier client, donc c'est le planning des travaux, donc c'est les objectifs et les jalons exigés par le client. Après, nous, on va essayer d'analyser ce qui peut être fait, c'est-à-dire c'est une planification à moyen terme, donc 3 ou 8 semaines avant les travaux, on va regrouper l'ensemble des sous-traitants, l'ensemble des intervenants, on va essayer de reconstruire avec eux une sorte de rétro-planning, c'est-à-dire qui va essayer de revenir sur les exigences clients, mais d'une façon collaborative. Et après, on va procéder au planning hebdomadaire. Donc là, c'est ce qui va être fait. Et à la fin de la semaine, on va faire une analyse sur ce qui a été fait. C'est-à-dire, on va mesurer, parce que ici, dans cette phase-là, tous les sous-traitants, ils vont prendre des engagements sur les actions à réaliser, sur les tâches à réaliser. Et à la fin de semaine, on va mesurer ce qu'on appelle le pourcentage des promesses tenues. Par exemple, moi, en tant qu'intervenant sous-traitant, je m'engage sur des actions, c'est des tâches, et je n'arrive à réaliser que 7. Et là, on va essayer d'analyser pourquoi je n'ai pas pu réaliser les 3 tâches. Et on va procéder à ce qu'on appelle les analyses des causes racines. On va prendre un peu plus de temps pour essayer de comprendre un peu et d'éradiquer un peu ces polluants, en fait, donc ces irritants qui polluent notre production. Et c'est ce qu'on appelle dans la philosophie, en fait, du LPS, l'apprentissage par l'erreur. Voilà, donc là, c'est la même chose un peu ici, donc je vais passer rapidement. Donc là, ici, il y a un autre aspect dans le LPS, c'est ce qu'on appelle la vérification des prérequis. Donc en anglais, on parle de look-ahead, c'est-à-dire 4-6 semaines avant de réaliser la tâche, on demande à tous les sous-traitants de vérifier les prérequis de cette tâche. En termes de la tâche, est-ce qu'elle est contractualisée? Est-ce qu'il y aura des conditions de sécurité qui sont respectées? Est-ce qu'elle est budgétée? Est-ce que les plans sont valides? Est-ce qu'il y aura de la main-d'œuvre nécessaire, du matériel, des matériaux, etc. Et là, ça permet une sorte d'anticipation. Là, ce que vous voyez par exemple sur l'ensemble de ces tâches, il n'y a que ces 3-là pour lesquelles l'activité est sous contrôle. Et le reste, en fait, les tâches ne sont pas sécurisées. Donc là, on va rentrer un peu dans une logique d'anticipation pour ne pas attendre le jour J, donc pour essayer de régler le problème. Et donc là, l'indicateur principal de cette planification collaborative, c'est ce qu'on appelle donc le pourcentage des promesses tenues. C'est-à-dire, on s'engage sur les tâches à réaliser et on va mesurer donc le pourcentage des promesses tenues. Et donc là, on cherche généralement dans les entreprises où on n'utilise pas le LPS, il est au l'ordre de 50 à 70%. Et donc nous, l'objectif, c'est d'atteindre entre 90 et 100%, voire même 110%. Donc ici, ce que vous voyez, donc la zone rouge ici, c'est une zone à risque élevé. Il y a un réel problème lié à l'organisation
puisqu'on a du mal à respecter les engagements pris. Vous savez, ici, en fait, on est à moins de 70%. Donc la zone verte ici que vous voyez, c'est la zone de sérénité, parce qu'il y a de l'anticipation, les effectifs et les approvisionnements sont bien gérés, et le projet est en avance, donc il y a une certaine maîtrise, parce que pratiquement on respecte les engagements pris. Donc ici, en abscisse, c'est l'axe du temps, donc c'est les jours et les semaines. Et ici, en fait, c'est le pourcentage donc, des promesses tenues. Donc, il y a des spécialistes du Lean, en fait, qui disent rien que le fait de suivre un peu cet indicateur, ça permet justement, ça permet d'améliorer le fonctionnement global de l'entreprise, parce qu'il y a une logique un peu d'amélioration qui se met en place. Voilà, donc j'ai un exemple concret malheureusement, mais je ne sais pas, Khadija, si j'ai le temps de le présenter. C'est voilà, c'est sur un chantier de tunnel. Bon, ça dépend, ça prend combien de temps pour l'exemple? Comment? Ça prend combien de voilà, temps? rapidement, allez, 2 minutes, rapidement. En fait, là, c'est le premier chantier en France pour lequel on a utilisé le Lean. Donc c'est le tunnel de la Croix-Rousse dans la région de Lyon. Donc c'était une filiale de Vinci qui l'a utilisé. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le War Room, c'est la c'est la salle de commande. On a ici, tout à l'heure, je vous ai parlé donc, du planning collaboratif avec des post-it, c'est-à-dire à partir des jalons de clients, on va essayer de reconstruire un rétro-planning, mais avec des post-it. Vous voyez ici chaque entreprise avec sa couleur. Donc ici, c'est les jours, les semaines, et là, c'est donc les différentes tâches. Donc là, on va le faire 6 semaines avant. Donc là, on a défini en fait plusieurs niveaux en fait de planification. On a ce qu'on appelle le G+2, c'est pour les chefs de chantier, pour les encourager à anticiper leur préparation du chantier. Et on a donc ce qu'on appelle donc les briefings quotidiens pour les chefs d'équipe, c'est-à-dire chaque jour 5 minutes le matin avant de démarrer la journée, donc justement pour essayer un peu de répondre aux exigences de cette planification. Et donc au final, sur ce chantier-là, donc ça ce que vous voyez ici en fait, c'est des sortes de réunions en fait, c'est sur le chantier. On a des briefings de sortes de réunions tout bout sur le chantier, donc au lieu de faire tout ça dans le bureau, parce que parmi les principes de Lean, on a ce qu'on appelle le Gomba. Le Gomba, en fait, au japonais, c'est le terrain, c'est d'être sur le terrain, sur le lieu de production pour régler les problèmes. Donc là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un planning visuel, donc affiché sur le lieu donc, des travaux. Donc pour ce chantier, donc le LPS a permis de réguler quotidiennement au plus près du terrain les coactivités et les problèmes de sécurité, puisqu'il y avait plusieurs intervenants. Et il leur a permis en fait de réduire de 11% donc le délai de génie civil. Donc il s'agit en fait d'un chantier de réhabilitation d'un ancien tunnel dans la région lyonnaise. Voilà. Donc pour finir, juste pour vous dire un peu, au Royaume-Uni, en fait, ils ont un objectif stratégique, ce qu'ils appellent la construction 2025 United Kingdom. En fait, ils espèrent gagner, d'améliorer en fait la qualité de 50%, de réduire les coûts de 33% et de gagner en termes de délai à 50% en adoptant donc ces deux démarches qui sont le BIM qu'on a présenté au départ, donc notamment avec Babacar, et aussi la mise en place de la démarche. Donc pour finir, donc le Lean et le BIM en fait, il y a une parfaite synergie entre les deux pour l'intérêt de la construction et donc des travaux du BTP, que ce soit en termes de la valeur à livrer aux clients, en termes de collaboration, en termes de la qualité, de l'amélioration de la qualité, en termes de productivité des coûts et aussi en termes de la prévention et de la sécurité. Voilà, donc j'ai fini. Désolé, c'était un peu rapide parce qu'on n'a pas le temps. Espérons qu'il y aura d'autres occasions pour approfondir. Merci. Merci, monsieur Boussaïd. Merci pour cette présentation. Donc, ce qu'on peut retenir globalement pour Lean, c'est que ça a un grand impact sur la gestion du temps, du planning et la gestion aussi du coût. Donc, pour un projet, si on combine la partie Lean et la partie BIM, donc ce serait un véritable avantage pour le projet. Exact. Pour la qualité, les coûts et les délais. Exact. D'accord. Là, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas... Bon, il y a une question. C'est Lean, c'est carrément agile. En plus, vous mentionnez Kanban. Agile, oui, effectivement. Donc là,
enfin, l'agile, c'est plus un peu pour les projets un peu IT. Effectivement, le Lean, ça rejoint l'agilité, parce qu'il y a beaucoup d'agilité dans le Lean, effectivement. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut appliquer Lean pour tout ce qui est travaux publics, c'est-à-dire les ouvrages d'art, l'assainissement? C'est une bonne question, effectivement. Donc c'est vrai, il y a beaucoup, enfin, dans le bâtiment, mais effectivement dans le travaux public, justement, tout à l'heure, je reviens au début, donc je vous ai présenté Monsieur Ala Semba Timere, donc qui est un spécialiste expert de Lean construction pour le groupe Vinci. Il intervient notamment pour la direction travaux publics de Vinci en Île-de-France. Donc il y a un travail qui a été réalisé justement pour la formation de l'encadrement, mais effectivement, donc on utilise aussi le Lean pour le secteur des travaux publics. Merci, M. Khaled. Donc, il y a une autre question. Est-ce que Lean, on peut l'appliquer sur d'autres projets qui ne sont pas du bâtiment? Oui, en fait, tous les projets, en fait, le Lean, comme je vous ai présenté, le Lean à l'origine, c'est Lean Industrie, donc c'est Lean Manufacturing, donc il vient de l'industrie, mais après une version Lean Office. Par exemple, moi, lorsque je présente, là, je travaille avec des alternants, des apprentis, qui sont dans des bureaux d'études. C'est plutôt un peu la version Lean Office, c'est-à-dire Lean Engineering. Donc, il y a plusieurs versions du Lean, y compris pour le secteur de la construction. Mais on peut l'appliquer donc dans le génie civil de manière générale, dans le travaux public et dans le bâtiment. D'accord. Alors là, nous n'avons pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Oui, je partage les slides. Oui, donc c'est Max Sarr. Donc on va essayer de voir comment on va partager. Donc moi, je vais voir avec Khadija et puis l'association des alumni, comment on vous partage les documents. De toute façon, après, on va envoyer un lien à tous les participants pour qu'ils puissent s'inscrire sur notre plateforme et télécharger la documentation. Excusez-moi, juste une question. C'est quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut voir la dernière slide. J'ai pas eu le temps de la présenter. Voilà. Juste pour vous dire, en fait, le Lean, il y a des outils, mais c'est juste la partie visible de l'iceberg, mais la partie vraiment invisible, ce sont une philosophie, les méthodes de travail. Voilà, je ne sais pas ce que vous parlez de ça. Et sinon, la toute dernière, c'est juste un peu comment on peut vaincre la résistance au changement lorsqu'on veut appliquer ce genre de démarche Lean et BIM. Vous savez, pour essayer de vaincre cette résistance au changement, vous avez en fait 4 facteurs. D'abord, il faut créer en fait l'insatisfaction de la méthode de la situation actuelle. Il faut donner une vision qui inspire l'état futur, c'est-à-dire il faut communiquer sur ce qu'on veut mettre en place, par exemple sur le BIM, etc. Donc de communiquer sur l'état futur. Et la troisième étape, c'est de faire des premiers pas avec des gains rapides, ce qu'on appelle en anglais les quick wins en fait, ce qui va donner un peu envie aux gens de dire bon, finalement ça peut réussir sur un petit chantier pilote. Donc on peut montrer qu'avec le Lean ou avec le BIM, ça peut être une réussite et à ce moment-là communiquer sur ce chantier pilote et ça va donner envie avant de le généraliser. Donc un peu c'est l'une des théories un peu de changement pour réussir le déploiement de ces démarches Lean au BIM. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est le diapositive dont vous parlez. Donc celui qui a posé la question. Alors, moi j'aurais une question pour M. Cissé. C'est par rapport effectivement relatif aux aspects bâtiment énergie. Ça c'est par rapport au BIM. Je voulais savoir effectivement quel est le logiciel, en tout cas, quelle est la démarche, en tout cas, si on veut vraiment instruire les étudiants, parce qu'on a une licence professionnelle, pour aller assez rapidement effectivement sur ces aspects, disons, l'utilisation donc des aspects énergie dans le bâtiment. En tout cas, pour Revit ou en tout cas, pour quelle approche BIM, si vous avez en tout cas assez rapidement peut-être des conseils à donner, une approche à mettre en place pour rendre un peu ça beaucoup opérationnel, parce que c'est des choses qu'on aimerait bien dans le cadre de la formation, comme il y a des aspects bureau d'études, pourquoi pas réfléchir maintenant, parce qu'ils travaillent sur sécurité dans les installations électriques, ils travaillent sur donc, les énergies renouvelables. Donc l'idée aujourd'hui de voir comment utiliser effectivement cette approche collaborative
donc avec les plans H0, et donc tout de suite les mettre, disons, dans cette démarche donc d'intégrer ces secondes œuvres. Nous, ça nous intéresse de regarder cela. Merci. Merci, M. Kébé. Effectivement, c'est une question très intéressante. Par contre, M. Cissé est parti, il avait un rendez-vous à midi. Bon, je ne sais pas si Khaled pourra répondre à la question à sa place. Khaled? Alors... Pardon, j'ai coupé le micro, ouais. Je dis juste, j'ai pas très bien entendu, est-ce que juste un résumé de la question, Khadija, donc c'était pas par rapport. Je peux reprendre un peu. Oui, désolé, en fait, parce que comme ça n'a pas été destinataire de la question, donc j'ai pas très bien. En fait, la question est la suivante, c'est que, comme je dis, tantôt, nous, en tout cas, c'est l'aspect bâtiment énergie, qui de plus en plus va être quelque chose sur lequel on va instruire les étudiants. Alors, la question, c'est quel est l'outil précis au niveau, effectivement, de Revit, ou en tout cas, globalement, sur le BIM, sur lequel on va pouvoir, disons, tout de suite mettre en place cet aspect collaboratif pour nos étudiants qui sont en train de travailler sur les aspects sécurité et normes dans les institutions, qui vont faire l'électricité des bâtiments, vont travailler sur donc, quelle est l'approche, disons, en tout cas en conseil, en démarche qu'il faudrait avoir pour ces étudiants qui sont, bon, on en a qui sont du génie civil et qui font ça, c'est beaucoup plus naturel. Il y en a qui ne sont pas du génie civil, mais un peu quelle est l'approche, parce que quand ils travaillent aujourd'hui en 2D, c'est qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur des plans avec AutoCAD, ils essaient effectivement de faire, disons, ce travail de sécurité et normes dans les installations pour la partie, disons, sécurité et normes. Mais l'idée maintenant, c'est de voir, comme il y a le BIM, comment maintenant disposer cet aspect collaboratif pour aller, disons, à la limite sur cette construction 4D, petit à petit, quoi, pour, disons, ces aspects vraiment énergiques qui nous intéressent à rentrer dans le secteur du bâtiment. Ok. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, déjà AutoCAD, donc je pense que M. Cissé l'a dit, en fait, le AutoCAD, malheureusement, c'est pas du tout un logiciel BIM. Donc, si on continue à travailler avec AutoCAD, on n'aura pas la possibilité d'intégrer quoi que ce soit comme information. Donc là, c'est la première chose. Donc du coup, en termes de logiciels, ce qui se présente, on a Revit, on a Archicad, on a Allplan, donc on a d'autres logiciels qui sont compatibles avec le BIM. Pourquoi? Parce qu'ils donnent cette possibilité dès la phase conception, c'est-à-dire à enrichir le modèle avec des données. Donc tout à l'heure, on a parlé des dimensions du BIM. Donc la 6T, ça correspond justement à ces données d'efficacité énergétique. Donc, que ce soit avec Revit, là encore une fois, je voulais juste vous parler, là, il y a une tendance maintenant qui est dominante au niveau du BIM, c'est ce qu'on appelle l'open BIM. C'est-à-dire l'open BIM, ce n'est pas de favoriser un logiciel par rapport à un autre. Du moment qu'on a cette possibilité, c'est-à-dire qui facilite l'interopérabilité entre les logiciels, grâce à ce modèle IFC, donc vous travaillez, vous, avec Revit, et moi, je travaille avec Archicad, et l'autre, il travaille avec Allplan, et l'autre avec je ne sais pas quel logiciel. Donc, du moment que nous, on va enregistrer tout sous format PDF, sous format IFC, donc le format IFC, en fait, c'est l'équivalent un peu de PDF. Vous travaillez avec Excel, Word, le fait de récupérer ça en PDF, ça permet la facilité d'échange d'informations. Donc, là, ça permettra de lire les informations que vous-même, que vous avez renseignées sur Revit ou sur Archicad, et de les associer, de les superposer. Donc là, cette notion de l'open BIM, c'est vraiment celle qui est défendue en fait par Smart Construct. Enfin, Smart Construction, en fait, c'est une association au niveau mondial. Donc chaque pays, en fait, le rôle de cette association, c'est de rendre un peu le BIM ouvert, de ne pas être un peu dépendant d'un tel ou tel logiciel. C'est très important. Donc après, bon, justement, c'est pour donner la liberté aux entreprises de choisir un peu l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas lieu d'imposer un logiciel au détriment d'un autre. C'est ça qui va justement nous permettre d'atteindre cette collaboration. Et puis donc, si je reviens par rapport aux étudiants, généralement, le travail un peu par rapport à cette efficacité énergétique, ça commence au moment de la modélisation. Donc, ce qu'on appelle le modeleur, donc celui qui va injecter ces informations et qu'on aura besoin après, pendant la phase construction et pendant la phase d'exploitation du projet. Mais vous avez raison un peu de poser cette question, parce que je vous dis, en fait, moi, je travaille avec quelques collègues dans ce qui appelle une opération de l'Union européenne qui s'appelle le BIM Implement, donc il y a un projet énorme pour aider les entreprises justement à utiliser le BIM
dans le cadre de l'efficacité énergétique parce que c'est un enjeu majeur pour tous les pays européens. Donc je pense aussi que ça doit être un peu pour toutes les régions du monde. Donc le fait, et c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait le BIM, il y a une synergie, c'est-à-dire une très bonne synergie entre le BIM et tout ce qui est écologique, tout ce qui est vert, dans le sens ça permet justement de ramener cette efficacité énergétique pour les bâtiments. Donc si je reviens aux étudiants, de toute manière, c'est d'utiliser ces logiciels de modélisation pour pouvoir intégrer les données liées à l'efficacité énergétique. Merci Khaled, merci pour la réponse à ces questions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer. Nous avons largement dépassé le temps. Ouais, effectivement, là je vois la réponse de Madame Ndeye Magatfal pour effectivement dans Revit, il y a une approche réseau, c'est-à-dire au-delà de l'approche architecturale et structure, donc ça offre donc vraiment une panoplie en fait d'autres logiciels qui sont complémentaires. Donc il suffit juste un peu d'élargir la formation des étudiants pour utiliser cette suite de logiciels si on veut rester dans Revit. Parfait. Bon. Nous allons clôturer. En tout cas, nous adressons nos vifs remerciements d'abord à l'école, à travers Madame Fall et Monsieur Sow aussi, pour l'organisation et la collaboration avec le réseau des alumni. Nous adressons aussi nos remerciements à M. Cissé Babacar, à M. Boussaid Khalid et à tous les participants d'avoir pu se connecter.